Bien, bonjour à tous. Je vous propose de commencer ces 2 journées d'études organisées par l'école de Chaillot sur la thématique de l'ornement en architecture. Alors, vous le savez, ces journées d'études viennent en parallèle et en contrepoint de nos cours publics de cette année. Ces cours publics qui sont organisés par Béatrice Roederer, qui s'affaire pour les derniers préparatifs de ces 2 journées. Et ils sont, cette année, sur ce thème de l'ornement en architecture. Et comme pour chaque cycle de cours publics, puisque nous en sommes, je crois, à notre 9e cycle de cours publics, nous consacrons un moment particulier sur ce thème avec un objectif plus opérationnel et professionnalisant. Alors, je dirais aussi que ces journées, elles prennent place dans un contexte de l'école de Chaillot dans la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, où l'école développe une activité de recherche et est en train de mettre en place un parcours doctoral. Et ce type de journée sera appelé à prendre place dans nos activités de recherche futures et à y occuper une position importante. Alors, le choix de ce thème sur l'ornement en architecture, pour ceux qui suivent les cours publics, ils l'ont déjà vu décliner les jeudis soirs à plusieurs reprises, mais on peut dire que le débat sur l'ornement traverse l'histoire de l'architecture, et il revient en ce moment, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, sur le devant de la scène, à la fois parce qu'il est le vecteur d'une expression architecturale contemporaine, mais aussi parce qu'il mobilise la réflexion sur les doctrines de restauration. Et ça, je crois que c'est très important de faire le lien entre les aspects historiques et patrimoniaux de l'ornement en architecture et l'expression architecturale contemporaine qui y a recours, notamment avec toute la mode des résilles, pour ne citer que cela, dans l'architecture contemporaine, y compris des stars de l'architecture à l'heure actuelle en France et dans le monde. Alors, l'ornement, sa diversité et sa place dans l'héritage sont cependant mal connus du public. Et il a un petit peu mauvaise réputation, notamment du fait qu'il a été rejeté radicalement par les héritiers du mouvement moderne. Et le cycle croise les dimensions à la fois matérielles et immatérielles de l'art de bâtir, les théories, les débats et les savoir-faire sur cette relation entre ornement et architecture. À cette diversité doivent répondre les problématiques d'interprétation, les pratiques de restauration de l'ornement dans l'architecture et le contexte patrimonial auquel il appartient. Et donc, les cycles de ces cours publics sont accompagnés de journées d'études à vocation professionnalisante et sur le même thème, et particulièrement dédiées aux élèves de l'école de Chaillot. Ces 2 journées sont obligatoires dans la première année de notre diplôme de spécialisation et d'approfondissement. Alors, ces journées vont traiter de l'ornement et de sa restauration, et je voudrais, pour ceux qui y étaient ou ceux qui n'y étaient pas, évoquer le dernier cours de nos cours publics, jeudi dernier, où Roberto Gargiani, qui est architecte, historien de l'architecture italien ayant travaillé et enseigné à la fois en France, en Suisse et en Italie, nous a fait vraiment une conférence absolument magistrale sur la relation entre l'ornement et la structure constructive, architecturale des édifices de la Renaissance jusqu'au XXe siècle. Et je vous encourage, je vous invite à regarder la retranscription de sa conférence sur le site de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et des cours publics, dont vous savez qu'ils sont publiés, ils sont mis en ligne. Combien de temps, Béatrice, après leur... À peu près 1 mois après qu'ils aient été donnés dans cet auditorium. Alors, 2 caractéristiques pour ces journées. La première, c'est son caractère opérationnel. Vous allez, comme le programme vous y invite,
pouvoir bénéficier de nombreux témoignages, d'études de cas présentés par des professionnels. Professionnels, mais interprofessionnels. Et c'est pour nous très important, puisque nous avons tenu à rassembler parmi les intervenants des professionnels des différentes disciplines qui se conjuguent dans le cadre des chantiers de restauration ou pour précéder les chantiers de restauration sur l'ornement en architecture. Ces intervenants, comme vous le verrez ou comme le programme vous l'indique, sont des architectes du patrimoine, des architectes des bâtiments de France, des architectes en chef des monuments historiques, des conservateurs du patrimoine, conservateurs régionaux des monuments historiques, des universitaires et des enseignants à l'école de Chaillot ou dans les écoles nationales supérieures d'architecture, des formateurs, des entrepreneurs, des artisans. Certains de ces intervenants sont membres de l'administration et d'autres ne le sont pas et interviennent dans le secteur privé. Je remarquerai qu'il est assez rare, me semble-t-il, de voir rassembler autant d'architectes en chef des monuments historiques dans un colloque ou une journée d'études. Et je crois que c'est une belle occasion à la fois de les entendre et de pouvoir les interroger, vous qui êtes dans la salle, pour mieux comprendre quelle est la richesse de leurs travaux et comment ils travaillent avec les autres intervenants de la restauration. Ces journées ont été conçues dans la perspective de nouer ce dialogue culturel et technique interprofessionnel entre ces différents acteurs qui sont tous aussi indispensables à la réussite des chantiers et à la transmission des patrimoines. En début de cette journée, je voudrais remercier chaleureusement Béatrice Roederer qui a organisé et conçu ces journées avec la complicité et le soutien de Benjamin Mouton et de Marianne Cyr, qui ont activement contribué au choix des intervenants et à la structuration de ces demi-journées. Je remercierai aussi Lydie Fouillou et Denise Lefebvre qui, dans l'équipe de l'école de Chaillot, contribuent à l'organisation de ces journées. Beaucoup de choses ont déjà été dites et je ne vais pas répéter. Je voudrais simplement insister sur un ou deux points. Je voudrais insister sur le fait que les cours publics, qui rassemblent une petite vingtaine de conférenciers tous les ans et qui ont comme objectif d'approfondir les connaissances sur un sujet précis, donnent lieu à 2 journées d'études qui sont consacrées au sujet en particulier et qui complètent en quelque sorte le programme d'enseignement de l'école de Chaillot et en particulier le diplôme de spécialisation. Le DSA, diplôme de spécialisation et d'approfondissement. Merci. Les 2 journées qui sont consacrées ont comme vocation, davantage que les conférences, ont comme vocation un objectif plutôt pragmatique de mise en œuvre et de maîtrise d'œuvre, sous l'angle à la fois doctrinal et technique. Il s'agit d'une focalisation pragmatique et opérationnelle, autrefois articulée sur plusieurs programmes qui s'échelonnaient sur plusieurs lundis soirs et qu'on a regroupé depuis l'année dernière en 2 journées, ce qui permet, sous cette forme un petit peu de séminaire, d'offrir l'avantage d'une meilleure visibilité et compacité des problématiques et donc évidemment une meilleure continuité de compréhension. Et cette année, c'est le sujet de l'ornementation architecturale qui a été choisi. Alors, je vais vous montrer quelques images qui vont illustrer mon propos, mais que je n'aurai pas besoin. Photo suivante, s'il vous plaît. De quoi s'agit-il? Et très brièvement, si j'ose dire, pour planter le décor, l'ornementation architecturale, ce n'est pas la grande statuaire des portails, ce n'est pas la peinture de Chevalet, ce n'est pas la peinture murale de Saint-Savin, ni tous ces chefs-d'œuvre d'art qui enrichissent nos édifices, qui font l'objet de tant de travaux d'études, de débats nationaux, internationaux. L'ornementation architecturale, c'est beaucoup plus modestement
cet ensemble d'éléments de décor qui rehaussent et accompagnent l'architecture à laquelle ils sont intimement liés. Photo suivante. Et qui ne sont pas rapportés sur l'architecture. Il ne s'agit pas de travaux d'artistes, mais d'artisans, de compagnons. Ce sont des ouvrages en général répétitifs dont la modestie est la cause même de la vulnérabilité. Les ignorer, ne pas être attentifs à leur rôle, les négliger du fait de leur intérêt artistique mineur, c'est prendre le risque de dénaturer, de mutiler l'architecture et d'en fausser le sens. Ici, vous avez la voûte de la cathédrale de Bourges, sur laquelle a été appliqué un enduit sur lequel sont dessinés des faux joints. Et ça, c'est toute la caractéristique de cette architecture. Bien sûr, on connaît très bien les voûtes dont les pierres sont visibles parce que les enduits sont tombés, mais là, c'est un exemple particulièrement extraordinaire de l'apport de la peinture et des faux joints pour magnifier en quelque sorte et rationaliser en quelque sorte cette expression de l'architecture. Photo suivante. Nous consacrons ces 2 journées aux questions à la fois de doctrine et de technique qui vont à la fois traiter de questions d'authenticité historique, d'authenticité de la matière, mais aussi d'authenticité architecturale. Bien sûr, on sera tenté d'appliquer à ces questions les mêmes précautions, les mêmes questions et méthodes que pour le grand décor. Par exemple, pour le décor peint, quelle couche privilégier, la dernière ou celle, on peut dire, de la première architecture. Pour quelle conservation et à quel prix? Comment traiter les parties lacunaires? Doit-on assumer les questions de lisibilité dans les décors répétitifs? Peut-on admettre l'achèvement de l'architecture par l'achèvement de l'ornementation? Photo suivante. Les interventions du XIXe siècle qui ont privilégié la cohérence de l'architecture par les apports de polychromie, de modénature, de crêtes de faîtage, de mobilier, de vitrail, et qui sont aujourd'hui respectées comme un élément important du patrimoine, ces interventions, devra-t-on s'en abstenir au XXIe siècle ou au contraire avoir le courage de suivre l'exemple? Et alors, avec quelles écritures? Mimétiques, créatrices? Après 2 conférences introductives qui calent le sujet, photo suivante, celui-ci est organisé en 2 approches. D'une part, l'ornementation et l'architecture intérieure, sous la coordination de Marie-Anne Cyr, inspecteur général des monuments historiques. Et demain, l'ornementation de l'architecture extérieure, de l'échelle urbaine à l'échelle de l'édifice. Photo suivante. De nombreux exemples nourriront les débats et je remercie vivement les intervenants pour leur participation et leur engagement. Toutefois, il ne s'agira pas que de monuments historiques, mais le sujet est bien celui du patrimoine bâti en général, protégé ou non protégé. Vous entendrez des architectes, vous entendrez toutes sortes d'intervenants dont Mireille Gruber a fait en quelque sorte la présentation. Mais je voudrais dire un mot sur les artisans, les compagnons, les restaurateurs qui assurent la direction de ces opérations avec les architectes. Et on ne saura trop insister sur l'indispensable compétence de ceux-ci, c'est-à-dire des artisans et des compagnons, sans laquelle rien ne serait possible, bien sûr matériellement, mais en soulignant combien leur rôle est indispensable en amont, c'est-à-dire au moment de la concrétisation du parti d'architecture, du parti d'intervention et leur contribution au projet d'architecture. Dans ces domaines, bien plus que dans la construction neuve, nos CCTP s'inscrivent et s'écrivent encore sur l'échafaudage. Et à demain. Ce dialogue se prépare dans les écoles pour apprendre et il devrait se développer dans les écoles parce qu'il est indispensable que les architectes et les compagnons, les artisans et les ouvriers acquièrent un langage commun pour atteindre ces objectifs. Voilà, je vous souhaite de bons travaux. Je vais passer la parole à l'intervenant suivant et je vous remercie. Je remercie les organisateurs de ces journées d'études, Mireille Gruber, bien sûr, et Béatrice Roderer, de m'avoir proposé d'intervenir et de vous parler du Musée des Monuments Français et de ses collections. Mon plan sera le suivant. Je vous présenterai la salle d'ornementation, c'est comme ça que voulait l'appeler Viollet-le-Duc
en 1878 et je vous présenterai ce qu'elle est devenue maintenant dans nos collections. Je remercie Emily Rawlinson, je ne sais pas si elle a pu être parmi nous, qui travaille au musée et qui m'a très aimablement passé ses notes pour l'article qu'elle va écrire dans le cadre de l'exposition sur Viollet-le-Duc que nous préparons à l'automne 2014 à la Cité. Ensuite, je vous présenterai quelques exemples de sculptures ornementales et puis 2 restaurations, l'une peinte et l'autre sculptée, qui se sont faites grâce à nos moulages et à nos reproductions de peintures. Enfin, je vous parlerai de la richesse ornementale de certaines peintures murales, sans parler d'iconographie. Évidemment, j'aurais souhaité vous parler de vitraux, mais je n'en aurais pas la place, pas le temps. Donc je ne parlerai pas de vitraux, je ne parlerai pas non plus de la galerie d'architecture moderne et contemporaine, mais on aurait pu faire également un exposé sur ce thème. Je pense que c'est là. Oui. Les collections de moulages et reproductions de peintures murales du Musée des Monuments Français offrent des compositions narratives, certes. Ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Ces compositions narratives sont encadrées, reliées par des motifs ornementaux qui sont en général sans lien direct avec la narration. Réalisés par estampage à la terre, pour la plupart, depuis le dernier tiers du XIXe siècle, les moulages du musée sont rigoureusement fidèles à l'original du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Et souvent, leur état, lorsqu'il s'agit d'éléments originaux conservés à l'extérieur des édifices, souvent nos collections sont en meilleur état. Vous avez là donc des modèles possibles. Qu'il s'agisse d'éléments répétitifs, de compositions géométriques, d'éléments inspirés de la faune, de la flore, ces ornements peuvent être pris pour modèle pour toute restauration. Leur valeur initialement pédagogique, c'était le souhait de Viollet-le-Duc, s'est doublée aujourd'hui d'une valeur archéologique inestimable qui doit être mise en avant puisque c'est, à mon avis, l'une des spécificités de nos collections. Je vous présente ici un mur de la salle d'ornementation voulue par Viollet-le-Duc. Il dit dans son texte, dans un rapport qu'il fait à Jules Ferry en 1879, je vous rappelle que c'est l'année de sa mort, donc c'est peu de temps avant de sa mort, il restera à composer le musée d'ornement et de sculptures décoratives appliquées aux divers styles d'architecture, et ces collections ne seront ni les moins intéressantes ni les moins instructives. Savoir pourquoi et comment tel procédé de sculpture d'ornement a été appliqué à telle architecture est certainement une connaissance qui nous fait absolument défaut. Nous sommes en 1879, je pense que ça a changé. Nos architectes appliquent un peu au hasard et suivant leur fantaisie, je cite toujours Viollet-le-Duc, la décoration sculptée aux édifices qu'ils composent. Constatez dans quel cas, par exemple, la sculpture fait pour ainsi dire corps avec l'architecture, dans quel cas elle semble une décoration appliquée, pour ne pas parler que de principes très généraux, c'est certainement posséder les éléments de l'art décoratif sculptural. Fin de citation. L'intention de Viollet-le-Duc est de profiter du musée de sculpture comparée, il me semble, pour combler les lacunes de l'enseignement de l'école des beaux-arts qui n'accorde peu de place à l'ornement. Dans un deuxième rapport, il explique que la salle d'ornementation doit se composer de 2 parties, qu'il devrait y avoir 2 salles si possible, l'une consacrée à l'art roman, c'est celle-ci. Alors, la photo est postérieure au fond de ce qu'a fait Viollet-le-Duc, mais nous en avons une description écrite qui correspond exactement à cette salle. En fait, cette salle ne sera pas mise en place en 1979, mais seulement en 1886 par Geoffroy de Chaume, sculpteur lui-même, qui a ajouté dans cette collection ses propres sculptures moulages qui sont ici. Ce panneau incliné est dû à Geoffroy de Chaume. Ce que voulait Viollet-le-Duc, c'était tout ça pour la partie romane. Et puis, un second mur, qui est un mur plutôt gothique, si on peut le dire, enfin qui rassemble des éléments gothiques. Ces 2 photos viennent de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. Donc, cette salle est finalement ouverte en 1886. Elle va rester en l'état jusqu'en 1927. À partir du moment où il y aura des changements dans la muséographie, cette salle va être un petit peu éclatée. Certains éléments d'architecture vont venir auprès des grands édifices que vous connaissez tous, auprès des portails. Aujourd'hui, je vous présente... Ah pardon, c'est pas ça.
Voilà aujourd'hui des éléments, des chapiteaux donc, qui sont regroupés dans la salle au fond de la galerie d'Aviou, qui s'appelle pour nous salle d'éléments d'architecture. Nous n'avons pas osé l'appeler uniquement ornementation, parce que nous avons dans cette salle des structures de flèches de cathédrales et d'édifices. Donc nous l'avons appelé éléments d'architecture. Et vous avez là des décors absolument somptueux qui sont bien conservés et qui constituent, comme le disait Benjamin Mouton, des éléments dont on ne connaîtra jamais les auteurs, je pense, puisqu'on n'a pas le nom des dessinateurs, on n'a pas le nom des réalisateurs, je parle des originaux bien sûr, et ce sont donc des décors donc compliqués, de rincettes, de palmettes, de rinceaux de palmettes, je ne vais pas vous embêter avec tout ça, j'ai à peu près écrit les noms, mais je crois que c'est important de dire que c'est un décor anonyme, mais qui peut être utilisé aussi bien ici qu'ailleurs. Ici, c'est un exemple, mais on peut trouver les mêmes décors dans d'autres édifices. Je vous en présente 3 photos. Voici à Laon, par exemple, ces feuilles dont nous n'avons absolument pas trouvé d'équivalent. Ce sont des espèces de feuilles d'eau, gorgées d'eau, qui forment comme des gousses. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Pourtant, nous avons feuilleté énormément de vocabulaire d'ornement avec Pascal Liévaux. On n'a pas su les dénommer, par exemple. Ce sont des feuilles décoratives. Existent-elles vraiment? S'il y a un botaniste dans la salle, je suis preneuse d'informations. Sinon, bien sûr, des rinceaux habités avec ici ce qu'on appelle des sirènes oiseaux. C'est en fait des oiseaux un peu fantastiques, à tête féminine. Ça, ce sont des décors de Laon. On ne connaît pas l'auteur de ces décors. Je vous en présente un 3e qui était la cathédrale de Paris, qui représente un rinceau également feuillagé et animé d'animaux fantastiques. Tous ces décors sont dans cette salle. Mais si vous traversez les galeries du musée, et je vous invite à le faire, vous n'aurez pas que des éléments de ce genre. Vous aurez tout simplement un portail d'Avalon, où vous voyez que la partie iconographique, donc le tympan et le linteau, sont très petits par rapport à l'ornement décoratif. C'est l'ornement décoratif qui prime. Vous avez là des colonnes extraordinaires comme cette colonne chaînée, ici, qui est enfin une colonne serpentine et chaînée de plus, que l'on trouve, en tout cas que nous n'avons pas retrouvé ailleurs. Je vous présente que ce portail pour ne pas être trop longue, mais on aurait pu faire la même description pour le portail de Saintes, notamment l'abbaye Sainte-Marie-aux-Dames, ou encore à Rouen, le portail nord de la façade occidentale de la cathédrale, celui que l'on appelle le portail Saint-Jean, qui a surtout des éléments décoratifs. L'élément narratif est très secondaire. Alors, bien que ce ne soit pas le thème d'aujourd'hui, je vous présente ce portail que vous connaissez tous, le portail de Reims. C'est en fait le portail nord de la façade occidentale, où vous avez l'Ange au sourire, que vous reconnaissez bien sûr ici. Je pense que vous savez tous, j'espère en tout cas, qu'en 1931, la tête de l'ange a été reconstituée grâce au moulage que nous avions ici, qui datait de 1881. Pas la tête entièrement, il y avait des morceaux anciens, mais elle a été complétée grâce à ce moulage. Et ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'en dehors de la statuaire monumentale, vous avez là tout un décor qui est derrière les statues, que l'on ne regarde pas en général, et puis tous ces petits marmousets et figures extraordinaires qui sont là. Ça aussi, ça fait partie du décor, beaucoup plus que la sculpture qui, elle, est un élément qui a aussi une valeur iconographique, qui n'est pas seulement décoratif. Voilà, vous voyez peut-être mieux les végétaux qui sont à l'arrière. Il se trouve que j'ai été à Reims dernièrement, en mars 2014, et je suis tombée, j'allais dire, à la renverse en voyant l'état désastreux de certaines sculptures que l'on va restaurer. Le portail central était bâché, donc je n'ai pas pu prendre la photo qui était de la statue de la reine de Saba, qui est à peu près à cette hauteur-là, sur le retour du portail central. Et je vous présente la reine de Saba quand même, bien que ce soit une statuaire, pour vous montrer à quel point les sculptures du musée peuvent être utiles. Voilà l'état original, disons, tel qu'il était en 2004. Donc notre moulage, qui est sur un fond rouge, a servi pour faire un relevé digital et pouvoir replacer en 2004 une figure de reine de Saba digne de Sa Majesté, alors que la statue ancienne est bien sûr conservée, mais se trouve au Palais du Thau. Je vais m'intéresser à cette petite figure ici, que je l'avoue, on voit très très mal. Elle a été reconstituée
pour la statue en place. Grâce à l'œuvre du musée, vous apercevez ici un être hybride, un être fantastique, mi-oiseau, mi-animal, mi-humain, qui donc a permis de reconstituer le portail actuel. Ceci grâce à nos moulages. Vous avez l'impression que je fais de la publicité pour le musée, je crois que c'est mon rôle. Donc c'est la casquette que j'ai choisi d'enfiler aujourd'hui. Alors je me suis permise de vous présenter cette photo. Vous avez à gauche l'état du moulage, ici, en 1880, mais tel qu'il est encore exposé dans nos collections, et à droite, l'état sur place, au revers de la façade de Reims. C'est tout simplement à hauteur de bras levés, donc évidemment c'est touché par de nombreux visiteurs, et évidemment c'est un petit peu endommagé. Je ne vous force pas à les restaurer, mais si vous vouliez restaurer, nous en avons le modèle. Je vais vous présenter donc maintenant un exemple peint. Alors bien sûr c'est la voûte de Saint-Savin, je ne vais pas parler d'iconographie, mais c'est pour vous montrer quand même la difficulté qu'ont eu les peintres fresquistes envoyés par Paul Deschamps en 1940 pour recopier cette voûte qui est, je crois, si je ne me trompe pas, à 27 mètres de hauteur. La photo est prise ici depuis la tribune au-dessus du porche d'entrée de l'église de Saint-Savin. Et je vais vous présenter une scène de Saint-Savin, qui est la scène de l'Arche de Noé, très très connue. Je ne préciserai pas plus l'iconographie. Ce que je voulais vous montrer, c'est ce qu'on appelle ici la bande faîtière, qui est en haut, qui a été restaurée, ça c'est le modèle restauré maintenant, qui a été restauré grâce à ce que nous avons au musée ici, où vous voyez d'ailleurs que la tête d'ici, de ce géant qui essaie de faire tomber l'arche, est un peu plus complète qu'ici. Or, il y avait à la bande faîtière en 2000 un affaiblissement de la voûte, un affaissement, et la peinture se décollait et on ne savait plus comment traiter la bande faîtière ni ce qu'elle représentait. En fait, elle représente un élément végétal tout simple. Je n'avais pas de photo plus agrandie de cette partie-là. Et donc, les restaurateurs sont venus étudier chez nous, ici au musée, la voûte que nous avons, qui n'est pas à 27 mètres de haut, mais seulement à 10, donc c'est quand même beaucoup plus facile. Et ils ont repéré le dessin, et grâce à cette image, ils ont pu compléter sur place. Ce qui n'aurait pas été possible avec uniquement les relevés. Vous savez qu'il existe aussi de la peinture de Saint-Savin des relevés, mais dont le but est surtout le côté narratif de la voûte. Donc ici, l'Arche de Noé, vous voyez, on ne voit même pas les têtes des géants, on ne voit pas non plus la bande faîtière. Donc ce relevé qui avait été demandé par Mérimée, le découvreur des peintures de Saint-Savin, s'intéresse uniquement à la partie iconographique. Il ne peut pas avoir la même valeur que nos peintures qui sont à l'échelle 1, je le rappelle, et qui représentent aussi les éléments décoratifs. À titre tout à fait indicatif, toujours pour ma publicité musée, voici par exemple à la tribune ce qui reste sur place de l'ange de la résurrection et ce que nous avons nous au musée. C'est un exemple d'œuvre qui est exposé dans la bibliothèque actuelle de la Cité. Mais là, j'outrepasse mes droits puisque je vous parle d'iconographie, donc je passe. Mais c'est pour vous montrer comme quoi les éléments que nous avons peuvent être mieux conservés que ce qui existe sur place. Je terminerai par 2 exemples de peinture où, à mon avis, c'est le décor qui est à mettre en avant. Bien sûr, il y a le style, bien sûr, il y a la peinture. Ma photo est, je crois, un petit peu foncée. Nous sommes à l'église de Vic, qui était l'ancienne commune Nohant-Vic. Maintenant, Vic a pris son indépendance. Et je voulais vous faire remarquer que ces scènes, qui sont la vie du Christ et la vie de Saint-Martin, là vous avez l'entrée à Jérusalem, sont encadrées par des bandes décoratives d'une très grande dimension et qui prennent beaucoup de place et qui permettent de bien encadrer les scènes. Donc c'est un des rôles de l'ornement, de relier les scènes entre elles, à mon avis, et de les positionner. Vous avez là ce décor de grec avec 2 crochets. On a essayé de trouver un autre nom dans les vocabulaires d'ornement. Ça s'appelle quelquefois double crosse. Nous avons préféré grec à double crochette. Et puis ces palmettes en bas qui sont inscrites. Ça, c'est beaucoup plus courant. Un autre exemple pour vous montrer la modernité, à mon avis, de certains décors. Et je crois qu'il faut appuyer là-dessus, ce que j'ai appelé un ruban plié, donc ce serait comme un ruban que l'on a mis un peu en bas. Je trouve qu'il y a pratiquement une notion de profondeur, une notion d'épaisseur qui est incroyable pour le milieu du XIIe siècle, mais ça existe. Donc je pense qu'il faut vraiment
regardez de près tout ce que nous avons d'exposé. Si vous avez des décors d'ornements à réaliser, ou du moins à compléter, car vous pouvez peut-être avoir des modèles dans nos collections. Sachez que ce qui est exposé chez nous au point de vue moulage, ce ne sont que 10% de la collection, même pas 9,90% de la collection. Alors, quand vous passez dans notre musée, vous voyez ces deux éléments-là. Je suis sûre que la plupart des gens vont s'intéresser, ce qui est normal, hein, à l'iconographie ici, que d'ailleurs j'ai coupé pour pas que vous soyez tentés de vous y intéresser. C'est une ascension, mais moi je m'intéresse à ce qui est au-dessus, que personne ne remarque, entre les voussures, là. Ce que nous avons appelé des boutons, c'est des boutons de fleurs, ça nous avons trouvé le terme bouton, mais des boutons de forme rectangulaire. Moi je n'aurais jamais appelé ça bouton personnellement, mais on en est arrivé en comparaison avec d'autres textes et d'autres décors à appeler ça bouton. Et puis ici, nous sommes au portail royal de Chartres. Tout le monde est happé et regarde bien sûr la majesté des statues-colonnes. Mais qui se souvient de ce qu'il y a en dessous des statues-colonnes, qui sont à la fois des quadrilobes, à la fois des rinceaux, à la fois un décor inscrit de personnages, très effacés, mais inscrit quand même dans un ruban, dans un entrelac de rubans. Voilà, donc je vous invite à regarder peut-être davantage nos collections, à ne pas hésiter à nous poser des questions, puisque nous avons beaucoup de choses en réserve, qui est photographié plus ou moins bien, mais avec le recollement décennal, nous allons finir par les photographier mieux, et j'espère les mettre en ligne assez vite pour que ça puisse vous servir à tous comme un répertoire de modèles. Voilà, je vous remercie. Je me propose donc à présent de vous entretenir de ce qui tient lieu, de la théorie, des aspects théoriques de la réflexion sur l'ornement, puisque c'est donc le thème de ces journées. Or, c'est un motif, c'est un sujet qui appelle beaucoup de réflexions théoriques, un peu abstraites, dans la mesure où l'objet est lui-même difficile à définir. Vous l'avez d'ailleurs vu au cours des deux communications qui viennent d'avoir lieu. Objet, oui, mais objet indépendant, non pas véritablement, c'est un objet appliqué plutôt, qui soit entoure une œuvre qu'il est destiné à mettre en relief ou à mettre en évidence, soit la recouvre, comme nous avons vu ces rinceaux recouvrant des colonnes. On a surtout beaucoup de peine à définir où ça commence et où ça s'arrête. C'est-à-dire qu'alors qu'une œuvre, dite œuvre d'art, un tableau, une sculpture, mais aussi un édifice représente un tout qui est clos, c'est la définition même d'une œuvre, c'est un tout qui a sa cohérence interne. Pour ce qui est de l'ornement, où entoure l'œuvre, où se répand sur elle, on a beaucoup de peine à le saisir, à le voir comme un tout, et on est plutôt frappé par son caractère répétitif qui implique qu'il pourrait durer indéfiniment au lieu que l'œuvre s'arrête sur elle-même. La réflexion sur l'ornement a surtout a connu son apogée au XIXe et au XXe siècle, comme je vais m'efforcer de vous le montrer, mais on peut la faire remonter plus haut, et dès la Renaissance, on en trouve certaines manifestations liées, et c'est l'objet de la photo que vous avez en ce moment sous les yeux, liées aux considérations théoriques sur l'architecture. Scamozzi est l'un des théoriciens majeurs de l'architecture à la Renaissance, au milieu plutôt de la Renaissance, à la fin même de la Renaissance. Il a, comme les autres, comme Serlio, comme Palladio, il a publié des recueils de planches
qui mettent en évidence les caractères des différents ordres, puisque la réflexion sur l'architecture à la Renaissance et à l'époque classique, c'est en grande partie une réflexion sur les ordres. Les ordres étant eux-mêmes une manifestation de l'ornement, finalement, car l'ordre n'est pas rigoureusement, n'est en tout cas pas toujours nécessaire à la solidité, à la structure de l'édifice, et dans bien des cas, surtout quand les colonnes prennent la forme de pilastres, il devient un décor au lieu d'être un élément constructif. Il suggère la présence d'un élément constructif, mais il ne l'est pas en lui-même. Chaque ordre, le toscan, le dorique, l'ionique, le corinthien, le composite, comme vous les avez dans l'ordre sur cette photo, a son propre accompagnement de motifs obligés qui ne sont pas les mêmes d'un ordre à l'autre. Et ici, nous avons donc le germe d'une réflexion sur ce que doit être l'ornement et son appropriation à un certain type d'édifice. Je n'ose pas dire tout à fait style, parce que le mot peut prêter à confusion, mais en tout cas son appropriation à un certain caractère d'édifice. La photo suivante, s'il vous plaît. Peut-être. Voilà. L'ornement peut prendre aussi la forme, des formes dérivées à partir de l'architecture. Les traités sur l'ornement peuvent prendre une forme dérivée qui est qui s'est manifesté au XVIe et surtout au XVIIe et au XVIIIe siècle par la publication de livres d'ornement, qui sont des recueils de gravures présentant des modèles d'ornementation, des modèles souvent extrêmement complexes, faisant volontairement complexes, mettant en évidence l'ingéniosité. Alors ici, non pas l'ingéniosité de l'exécutant, mais l'ingéniosité de l'artiste, c'est-à-dire l'ingéniosité de celui qui donne le dessin. Je souligne ce point puisque nous avons déjà vu précédemment, entendu évoquer cette distinction nécessaire à faire quand il s'agit d'ornement entre celui qui le conçoit et celui qui l'exécute. Mais quand il s'agit de recueil de gravures, il est évident que le concepteur, le designer, est le même que celui qui exécute ou éventuellement. Bon, il y a un graveur qui traduit dans le métal le dessin qui lui a été fourni. Les livres d'ornement ont été l'occasion d'un grand déploiement de fantaisie qui trouve son point culminant, je pense, vers le milieu du XVIIIe siècle. On pourrait remontrer des quantités d'exemples. Je vous en montre ici un d'un ornemaniste, peintre également d'ailleurs, particulièrement à l'imagination particulièrement brillante et au dessin particulièrement agile et souple, Alexis Perrotte, qui était un grand spécialiste des singeries et des chinoiseries et qui a publié aussi des recueils de gravures où vous voyez se déployer son imagination en formes qui contrastent entre elles tout en créant une espèce de rythme, mais des formes qui relèvent ici de l'arbitraire, qui donne l'impression de se déployer en quelque sorte dans le vide, sans s'attacher à rien, ce qui est inévitable dans le cas de la gravure d'ornement. L'ambiguïté entre l'ornement pur et le figuratif est particulièrement sensible, je pense, enfin, on pourrait la mettre en évidence par des quantités d'exemples, mais elle est extrêmement sensible, je pense, ici. Vous voyez, vous avez un décor ici, la photo
d'un décor de chinoiserie du fils Tiepolo. Ce n'est pas le grand Tiepolo, celui qui a peint le palais Labia ou le plafond de Würzburg. Il s'agit là du fils. Je vous demande pardon, j'ai fait une faute, j'ai mis 1127. Je vais prêter une longévité de plusieurs siècles. Il faut lire qu'il est né en 1727. Ce décor chinois qu'il a réalisé à la Villa Valmarana nous montre ici un cas très caractéristique de la façon dont l'ornement évolue ou se situe dans une position ambiguë entre le narratif, si vous voulez, un narratif très vague. Il s'agit d'une procession de Chinois de fantaisie qui s'avancent sur un rocher. Mais enfin, ce sont des êtres humains avec des costumes, des accessoires comme le parasol. C'est une narration. Il y a sur le côté un grand arbre, mais vous voyez que cet arbre, d'une certaine manière, appartient au décor de la scène, de la procession, mais d'autre part, il vient manger la place, il vient s'inscrire sur la place de l'encadrement, il se substitue à l'encadrement. Ici, nous avons un cas d'ambiguïté entre l'ornement à proprement parler et le narratif, un jeu d'esprit visible qui est tout à fait dans le goût de ce que redemandait l'esprit des commanditaires du XVIIIe siècle, aimant ces jeux intellectuels qui permettent de glisser d'un plan à un autre plan. Avec le XIXe siècle, on voit apparaître une véritable réflexion organisée sur l'ornement, car tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, ce sont des réflexions, si je puis dire, dans la matière elle-même, des réflexions qui prennent la forme de création en même temps. Une réflexion abstraite sur l'ornement apparaît avec le XIXe siècle. J'avais pris le parti, et je m'en félicite, de passer rapidement sur Viollet-le-Duc, dont vous venez d'entendre parler avec beaucoup de compétences et de détails. Je signale cette particularité qu'il n'y a pas d'article ornement dans le dictionnaire de l'architecture. C'est une singularité, mais on trouve des quantités d'articles, en revanche, relatifs à l'ornement envisagé dans ses détails, sous ses différentes modalités. L'article, me semble-t-il, mais je ne connais pas à fond le dictionnaire de l'architecture, l'article, me semble-t-il, où on trouve les vues les plus générales sur l'ornement dans le dictionnaire de Viollet-le-Duc, c'est l'article corniche. C'est là qu'il développe le plus amplement des vues générales sur l'ornement, avec c'est un article très développé qui fait une bonne vingtaine de pages, avec une insistance très très forte et très caractéristique de l'esprit de Viollet-le-Duc sur l'adaptation nécessaire entre l'adéquation, plus exactement même, entre l'ornement et le type d'architecture. Il faut, Viollet-le-Duc demande que l'architecte du XIXe siècle fasse comme les architectes du Moyen-Âge, c'est-à-dire adapte l'ornement à l'architecture, ou plus exactement que l'ornement dérive de l'architecture. C'est d'ailleurs ce qui vous a été dit tout à l'heure, et je n'insisterai pas dessus, sauf pour le reprendre au passage et signaler l'importance de ce point de vue. L'ornement appliqué est pour Viollet-le-Duc une hérésie. L'ornement, il ne le bannit pas, mais il doit dériver de l'architecture elle-même et d'une certaine manière la mettre en évidence, l'expliquer. On oppose souvent, et d'ailleurs avec quelques raisons,
parmi les théoriciens de l'architecture et de la restauration au XIXe siècle, Viollet-le-Duc à l'anglais Ruskin, John Ruskin, dont vous avez ici les dates, cette fois-ci par chance je les ai mises correctement, et je vous ai porté ici les dates, les titres et les dates de deux des principaux livres où Ruskin développe sa théorie de l'architecture et de la restauration, illustrés de dessins. Et il importe ici de voir, parce que on le sent facilement par le dessin que vous avez sous les yeux, combien Ruskin est un homme qui, n'ayant pas du tout comme Viollet-le-Duc une formation d'architecte, mais étant au contraire au départ un homme de lettres et par ailleurs un artiste. Ruskin dessinait, il n'a jamais peint que je sache, ni encore moins sculpté, mais c'était un très bon dessinateur, extrêmement sensible à la surface des objets, à leur épiderme, à leur aspect, à ce qui fait leur aspect extérieur. C'est ce qui explique en grande partie, ou c'est ce que l'on peut mettre facilement en liaison avec le point de vue qu'il développe sur l'ornement. Pour lui, le prix, pour Ruskin, le prix de l'ornement est dans le travail artisanal. Et nous revenons là donc sur cette question de l'artisan et de l'artiste. Ruskin voit dans l'anonymat, tout précisément dans l'anonymat de ce travail, ce qui fait le mérite et la singularité et le charme de l'ornement. Il imagine, et sans doute que cela correspond à une certaine réalité, mais il y a chez Ruskin toujours une part d'imagination poétique très importante, il imagine des équipes en quelque sorte anonymes d'ouvriers travaillant sur les chantiers, équipes où chacun apporte sa personnalité, de sorte que tout ce qui, dans l'édifice, est un peu irrégulier, tout ce qui ne relève pas de la pure et simple répétition, mais traduit au contraire le goût et la manière personnelle d'un homme et même sa vie. Ruskin a des phrases très très belles sur le sentiment qui anime l'ouvrier au moment où, avec son scalpel ou son ciseau, il travaille dans la matière et se plaît à imaginer, en quelque sorte, à s'identifier à l'ouvrier dans sa personnalité propre, d'où le goût pour les irrégularités et éventuellement ce qui pourrait passer pour des défauts. Et là où il en résulte pour la restauration une conséquence très importante. Ruskin, comme vous devez le savoir, avait la plus grande défiance à l'égard de toute espèce de restauration, et il a écrit des phrases extrêmement sévères sur cette pratique qui, en Angleterre de son temps, au milieu du XIXe siècle, avait en effet des aspects souvent très contestables. Mais la base, le fondement, la racine de la réprobation de Ruskin à l'égard de la restauration vient du fait qu'il considère que c'est un travail, au fond, insensé, qui ne peut pas avoir de signification, puisque l'ornement est à chaque fois l'œuvre d'un individu qui y a mis sa propre personnalité. Il est évident que personne ne se replacera dans la personnalité de l'individu et que l'apport de régularité que la restauration imprime sur les édifices lorsque
partant du fait qu'il s'agit d'éléments répétitifs, on les recopie en série, leur fait perdre justement, du point de vue de Ruskin, ce qui fait leur originalité et ce qui fait leur charme. D'où la préférence qu'il donne, avec un côté un peu provocateur dans la formulation, la préférence qu'il donne à l'édifice non restauré sur lequel le temps simplement a mis sa marque et en quelque sorte est venu accentuer cette originalité de toutes les parties qui fait que l'ensemble constitue un tout, mais que chaque partie a sa vie propre et ou est le témoignage en tout cas d'une vie propre dans lequel le restaurateur et l'architecte ne devraient pas se reconnaître le droit d'intervenir. Il y a là une position extrême, difficilement soutenable dans toutes ses conséquences, mais qu'il est important tout de même d'avoir à l'esprit, car elle mérite considération, d'autant plus qu'elle est formulée en termes grandioses par un homme qui avait un très grand talent de littérateur. C'est à la fin du XIXe siècle que l'on voit apparaître avec Riegel une première théorie générale de l'ornement qui est resté encore aujourd'hui un travail que personne n'a dépassé, que personne n'est en mesure, que personne n'a été en mesure de reléguer dans le passé. L'œuvre de Riegel, c'était un Autrichien né à Linz et mort à Vienne. Vous voyez que sa vie n'a pas été très longue. Il est né en 1858 et mort en 1905, mais c'est une vie qui a été extraordinairement remplie d'une activité qui laisse étonner quand on voit la quantité de travaux que Riegel a publiés dans toutes sortes de domaines. Les quelques titres que je vous ai portés ici sont les titres des ouvrages, des travaux de Riegel plus particulièrement spécifiques à la question de l'ornement, mais il faut bien se dire qu'il a énormément écrit par ailleurs. Comment a-t-il été amené à s'intéresser à cette question? C'est que, contrairement à beaucoup, et même à la très grande majorité des historiens d'art, Riegel a débuté sa carrière dans un musée d'art appliqué. Il était un historien au départ, c'était une espèce de chartiste, il avait fait ses études dans l'équivalent autrichien de l'école des Chartes, et son premier poste, si l'on peut dire, a été au musée des arts appliqués de Vienne, où il a été responsable pendant 7 ou 8 ans de la section des textiles. Et en tant que responsable de la section des textiles, il a énormément travaillé sur les collections de tapis orientaux que possède toujours le musée des arts décoratifs, ou comme on disait, des arts appliqués de Vienne. C'est de cette étude des textiles que dérive le premier grand ouvrage très important qu'il a publié en 1893 sous le titre de Stilfragen. Il est traduit en français, ce qui est une chance. Il est traduit en français depuis pas très longtemps d'ailleurs, depuis simplement une dizaine d'années chez Azan. Et l'ouvrage qu'il a publié sur la restauration, les problèmes de restauration, a été traduit en français en 1984. Il a publié par ailleurs, en 1905, un ouvrage considérable, également sur les questions d'ornement, mais qui, lui, n'est pas traduit en français, qui porte sur le sujet paraît redoutablement lointain et étrange, sur les arts appliqués à la fin de l'Empire romain. Il s'agissait de préfacer, d'organiser
une publication des objets trouvés dans les fouilles qui avaient lieu à cette époque-là, autour de 1900, dans ce qui était l'empire austro-hongrois de l'époque dont Riegel était le sujet. Je vais maintenant donc vous montrer un certain nombre d'illustrations tirées des Stilfragen, de l'ouvrage donc publié en 1893, où Riegel a présenté une théorie tout à fait paradoxale et étonnante de l'ornement. Les Stilfragen sont un ouvrage, ça n'est pas un très gros livre, mais c'est un ouvrage extraordinairement ambitieux, puisque l'idée de Riegel consiste à montrer que le répertoire des ornements, le répertoire de l'ornement, ou en tout cas une grande partie du répertoire de l'ornement, a pris naissance au bord de la Méditerranée orientale vers le Xe siècle avant Jésus-Christ et a duré pratiquement jusqu'au XIXe siècle, inclus que ce sont sous différentes formes les mêmes motifs que l'on rencontre, seulement assez souvent difficiles à reconnaître à cause de leur adaptation au style de l'époque. C'est-à-dire chez Riegel, il faut toujours distinguer le motif qui peut éventuellement durer pendant des centaines d'années et même des milliers d'années, et le style qui, lui, évolue constamment en fonction des préoccupations et de la manière de voir d'une époque déterminée. Vous avez donc ici un vase, un décor, un fragment de décor d'un vase du 7e siècle avant Jésus-Christ, où vous voyez la combinaison alternée de volutes et ces espèces d'étranges palmettes qui sont, pour Riegel, une dérivation de l'ornement égyptien dérivé de la fleur de lotus. Remontant également très loin dans le passé méditerranéen, Riegel publie ici un motif de vase mycénien autour du Xe siècle avant Jésus-Christ, difficilement datable, qui, d'une certaine manière, ressemble, mais en beaucoup moins géométrisé, ressemble à celui que nous venons de voir, avec cette idée d'alternance suivant une ligne courbe, cette ligne courbe qui fait alterner des pleins et des vides qui sont eux-mêmes remplis ensuite par des motifs plus ou moins étroitement figuratifs. Et si nous franchissons d'un bond, en suivant la démarche audacieuse de Riegel, si nous franchissons d'un bond 10 ou 12 siècles, nous retrouvons ici, avec cette frise d'une église de Constantinople, nous retrouvons le motif alterné de ces enroulements que l'on appelle, à juste titre ici, que l'on appellerait à juste titre ici des rinceaux, mais dont vous voyez bien que la dérivation est évidemment, je crois qu'on peut suivre Riegel là-dessus, est évidemment l'invention orientale ancienne. La grande audace de Riegel n'est pas seulement de montrer la permanence sous différentes formes, la permanence de motifs à travers les siècles, mais aussi de montrer que, contrairement à ce que l'on est porté à penser spontanément, la démarche de l'inventeur
qu'il n'essaie d'ailleurs pas de nommer, mais la démarche d'invention des motifs décoratifs n'est pas une stylisation d'objets réels, n'est pas une stylisation de fleurs ou de plantes, mais que c'est au contraire la fleur ou la plante qui viennent se loger dans un schéma qui, au départ, est un schéma géométrique. Si vous le voulez, pour être plus clair, l'idée est peut-être un peu surprenante, mais elle mérite en tout cas d'être longuement étudiée. Pour Riegel, le point de départ de tout travail d'ornementation, c'est un schéma géométrique. Ce sont des figures abstraites. L'esprit va de l'abstrait au concret, crée d'abord des lignes et ces lignes viennent ensuite se remplir. Et c'est ainsi qu'il met en évidence le rapport entre ces motifs donc, que nous avons vus. Et vous voyez, arrivé au XVIe siècle, dans une bordure de tapis persan, il retrouve, enrichi de quantité d'éléments empruntés à la réalité, il retrouve ce rythme alterné de plein et de vide. Le rinceau a pris ici une forme qui s'adapte à la bordure du tapis en s'enrichissant de toutes sortes d'éléments, je ne peux pas dire narratifs, mais d'éléments descriptifs pris à la réalité, mais ces éléments descriptifs viennent se loger à l'intérieur d'un schéma géométrique. Voilà comment Riegel, dans un schéma alors qu'il a conçu lui-même, explique le passage du motif égyptien du lotus, qui est lui-même un motif très abstrait en réalité, à la palmette grecque. Vous voyez que c'est la même idée qui se retrouve ici et là, simplement métamorphosée par le changement du motif central et surtout par l'apparition de ces grosses volutes. Et voilà comment il schématise l'apparition de la palmette que vous avez ici sous une forme simplifiée et dont il nous donne là une description plus nourrie, mais vous voyez que le motif reste encore extrêmement abstrait. Et ici, alors prenant cette fois-ci comme point de départ une frise de l'Érectéion à Athènes, Riegel nous montre comment les décorateurs, toujours anonymes bien sûr, se sont employés à, partant de ce schéma de motifs alternés, se sont employés à les meubler avec des motifs réels, ces espèces de feuilles qui ont un aspect réel et qui se logent dans cette espèce d'évasement créé par le motif du lotus lui-même transformé. L'idée centrale, je vous le rappelle, est tout à fait remarquable puisqu'elle consiste à montrer comment comment l'ornement, c'est toujours une espèce de greffe d'objets naturels qui est inséré sur un schéma lui-même abstrait au départ. Les capacités d'analyse de Riegel sur les formes de décors et d'architecture et d'ailleurs aussi de peinture sont tout à fait extraordinaires. Il pratiquait
où il faisait dessiner, je ne sais pas s'il dessinait lui-même comme Ruskin, mais en tout cas, il faisait dessiner avec beaucoup de soin les motifs qu'il observait, ce qui permettait une décomposition tout à fait remarquable. Vous voyez comment ici, partant là encore d'une bordure de tapis, il analyse fragment par fragment, morceau, enfin détail par détail, il analyse les détails de cette combinaison qu'est l'arabesque. Vous reconnaissez par exemple le détail qui est ici, vous le retrouvez là, ceci, vous le retrouvez ici, et ainsi de suite. Alors que dans l'image, l'œil se perd et l'objet est fait pour que l'œil se perde et ne voit qu'une espèce de trame continue, Riegel, tout en savourant l'aspect de trame continue, décompose cet objet avec un soin extraordinaire, et ce qui lui permet de montrer comment l'arabesque remonte en réalité au vieux rinceau qui est d'origine méditerranéenne si ancienne. Et voilà, vous retrouvez ici les rinceaux sous une autre forme. Là, nous sommes à Byzance au VIe siècle après Jésus-Christ, donc beaucoup de temps sont passés. Et surtout, alors nous avons là une manifestation, mais elle se trouve déjà bien plus tôt, du chapiteau corinthien avec l'usage des feuilles d'acanthe. Et ça a été l'un des grands coups d'éclat de Riegel, contesté aujourd'hui par beaucoup d'archéologues, mais qui mérite d'être, tout de même toujours d'être en tout cas connu et étudié. L'invention de la feuille d'acanthe pour Riegel n'a rien à voir avec la très jolie légende qui voulait qu'une jeune femme ayant posé une corbeille sur une plante d'acanthe qui était en train de se développer, la laisse, et puis au bout de quelques mois, revenant, elle trouve en quelque sorte un chapiteau corinthien formé tout seul par la combinaison entre la feuille d'acanthe et la panier qu'elle avait laissée. Ce serait là pour Riegel, la fable qui justifie l'idée, qui appuie l'idée d'une dérivation de l'ornement directement à partir de l'objet naturel. Pour Riegel, la démarche qu'il faut suivre est exactement le contraire. C'est la palmette qui, à partir du moment où vous cherchez à lui donner 3 dimensions, la palmette se développe et c'est la palmette qui devient progressivement feuille d'acanthe et se met à entourer les chapiteaux de la manière que nous pouvons voir ici et dont on peut voir des quantités d'exemples. Là encore, vous voyez la durée extraordinaire que ces analyses mettent en évidence, puisque le motif de la palmette, il remonte à l'Antiquité égyptienne et des chapiteaux corinthiens, on en a sculpté, on en sculpte encore d'ailleurs, mais enfin on en a sculpté beaucoup, jusqu'au milieu du XIXe siècle. Avec toutes sortes de variantes qui tiennent au goût propre de chaque époque, et là c'est l'autre aspect de la pensée de Riegel, dont je vous parlais tout à l'heure. Les motifs persistent, mais ils sont rendus méconnaissables par l'interprétation qu'en donne chaque époque avec son vouloir artistique, selon la formule qu'il avait trouvée, Kunstwollen en allemand, mot difficilement traduisible dans les autres langues, mais la traduction la moins mauvaise qu'on puisse donner, et vouloir artistique. À chaque époque correspond à un vouloir artistique particulier, et ici, vous voyez que les rinceaux ont fini par se serrer les uns contre les autres, de manière à créer
sur le chapiteau et la frise qu'il supporte, a créé une espèce d'effet de grisé, d'ombre et de lumière qui se morcellent en quantité de petits éclats et qui correspond, selon lui, à la façon dont les Byzantins concevaient les représentations. Ça n'est pas, Riegel s'est beaucoup élevé contre cette idée, il n'y a pas là une décadence ou une manière imparfaite de rendre, de se conformer à des modèles antiques classiques. Il s'agit d'une évolution non pas véritablement délibérée, car le Kunstwollen n'est pas une volonté articulée de quelqu'un, mais c'est une évolution d'un état d'esprit qui fait qu'à un certain moment, on aime non plus les formes bien distinctes et bien articulées dans l'espace, mais au contraire, ces effets de poudroiement lumineux, et c'est ce qui donne donc des œuvres comme celles que vous avez ici. Je vous propose à présent, et c'est ce qui nous amènera à notre conclusion, de considérer un moment, de nous appesantir un moment sur les réflexions de l'autre grand théoricien de l'ornement. À mon avis, je pense que les deux maîtres dans cette matière sont indéniablement et indubitablement Riegel d'une part et d'autre part Gombrich. Curieusement, ces deux hommes sont l'un et l'autre des Viennois. Gombrich, qui appartient, vous voyez, à tout à fait une autre génération, il était plus jeune de 50 ans, est né à Vienne. Il a fait toute sa carrière en Angleterre, sa carrière qui a été longue. Lui, vous voyez qu'il est mort à plus de 90 ans. Il a fait toute sa carrière en Angleterre, ayant quitté Vienne aux alentours de 1933-35. Gombrich était juif et on peut deviner sans difficulté les raisons pour lesquelles il a choisi de quitter Vienne pour Londres, dont ensuite il n'est plus parti, au point qu'il a été d'ailleurs directeur de l'Institut Warburg à Londres et anobli. Il est devenu Sir Ernst Gombrich. De Gombrich, je vous ai mis ici les titres, les publications de Gombrich sont extraordinairement nombreuses et variées. Tout le monde connaît plus ou moins son histoire de l'art, qui a été l'un des grands succès de librairie du XXe siècle, traduit dans toutes les langues possibles et imaginables. Art et illusion, Art and Illusion, c'était un livre qui a été assez célèbre, et il est de 1960. Vous voyez qu'il a été traduit en français environ 10 ans après sa publication en anglais, et il a eu ensuite des quantités de rééditions. Malheureusement, ce n'est pas dans Art and Illusion que l'on trouvera les réflexions principales de Gombrich sur la restauration. C'est dans The Sense of Order, qui a été publié en 1979. Dans les deux cas, ce sont des livres qui résultent de cours faits à Washington. Et malheureusement, The Sense of Order, qui est un livre admirable, n'a pas été aujourd'hui, en tout cas, encore traduit en français. Il faut donc le lire en anglais. Cela vaut la peine de faire cet exercice et cet effort, car le livre est de tout premier plan. Gombrich professait, et d'une manière déclarée, la plus grande admiration pour les travaux de Riegel et les recherches de son prédécesseur viennois, et manifeste une admiration extrême pour ce qu'il a fait. Il aborde la question de l'ornement sous un angle tout différent, considérant en quelque sorte les résultats des travaux de Riegel comme une chose acquise. Il reprend la question d'une autre manière qui consiste à étudier les problèmes
posées par l'ornement, et dans le cadre où nous sommes ici, nous penserons à l'ornement en architecture plus particulièrement, à étudier ces problèmes en les mettant en relation avec les recherches de la psychologie de son temps et les problèmes de la perception et de la perception des formes. C'est donc toute une démarche qui est tout à fait, non pas opposée, mais qui se place sur un tout autre terrain que celle de Riegel. Le Gombrich, esprit extraordinairement alerte et œil toujours en éveil, se plaît à montrer, et vous avez ici des schémas qui l'indiquent le font voir très très bien, comment le développement de l'ornement en architecture exprime une sorte de fécondité créatrice dans le domaine des formes, comment l'esprit se plaît à jouer sur des formes et à déployer, à exercer plutôt sa propre virtuosité dans la combinaison de formes, là encore des formes abstraites. Vous avez ici donc le schéma d'une rosace, et vous voyez par les 4 schémas qui l'accompagnent, comment Gombrich met en évidence les différentes possibilités de lecture qui sont offertes par cette forme. Nous pouvons la lire sous la forme que nous avons là, c'est-à-dire une espèce de triangle au centre, avec des étoiles, 3 étoiles sur les côtés. Mais nous pouvons également la lire comme cette espèce d'hélice que nous avons là. Et vous la retrouvez sans peine ici. Et nous pouvons également interpréter les 3 étoiles d'une manière différente, non plus comme des motifs qui viennent en avant d'un fond, mais au contraire comme des creux qui seraient laissés libres entre ces espèces de losanges que nous avons ici. Et nous avons encore une autre lecture possible qui est celle-là. C'est-à-dire que pour Gombrich, ce qu'il montre par là et par des quantités d'autres exemples est que l'ornement, et donc on sent bien ici qu'il n'est pas si loin que cela de Riegel, il se place sur un autre terrain, mais il n'en est pas si loin que cela. L'ornement est une espèce, le goût de l'ornement vient d'une sorte de manifestation de l'esprit qui s'amuse de ses propres inventions et les complique de plus en plus, de manière à, en compliquant le jeu, augmenter de plus en plus les tours de virtuosité auxquels il se livre. Donc vous voyez que d'une autre manière, Gombrich se place dans la suite de Riegel. L'ornement est avant tout une abstraction avant d'être la dérivation d'objets réels. L'exemple qu'il nous donne ici, que je tire de son livre, c'est, vous le voyez, une forme qui est tout à fait analogue à ces schémas que nous venons d'examiner, où l'œil peut lire les combinaisons sous la forme de 2 cercles, mais aussi sous la forme d'un chandelier central, ou bien 4 cercles disposés sur un fond, ou bien des sortes de motifs en amande qui viennent ici. À chaque fois, la création des entrelacs de cette fenêtre donne l'occasion
provoque le regard de manière à lui faire découvrir sans arrêt de nouvelles lectures. Ce sont de nouvelles lectures qui sont à chaque fois suscitées par l'ingéniosité de la formule ornementale. Gombrich met également en évidence l'aspect symbolique que peut avoir l'ornement. Il montre ici, par l'exemple de ces dessins de chapiteaux conçus par l'architecte Latrobe, Benjamin Latrobe, qui est l'architecte du Capitole de Washington, l'idée de récupérer le schéma du chapiteau corinthien, mais en l'adaptant aux produits de l'agriculture américaine. Et donc nous avons des feuilles de tabac, des feuilles de maïs qui viennent se substituer aux feuilles d'acanthe du chapiteau classique. C'est d'ailleurs encore nous sommes toujours dans la succession, dans la suite de Riegel. Les objets concrets, les objets en quelque sorte figuratifs ou dérivés d'objets naturels, ces objets viennent s'insérer dans une place qui leur est assignée à l'intérieur d'un schéma qui reste toujours un schéma abstrait. Une autre règle de l'ornementation pour Gombrich, qu'il met en évidence par le jeu des phénomènes psychologiques, consiste à montrer que tout peut devenir motif ornemental à condition de le soumettre à certaines règles. Alors il part ici d'un exemple qui avait été d'un jeu qui avait été fait par Ruskin et Ralph Warnum, qui était au milieu du XIXe siècle le directeur de la National Gallery de Londres. Et Warnum soutenait contre Ruskin que tout pouvait devenir matière à ornement. Ruskin le met au défi de tirer un parti ornemental d'un petit gribouillis qu'il exécute en l'accompagnant de lettres de l'alphabet, alors il faut imaginer qu'il y a un avantage, et de nombres, et lui dit, voilà comment allez-vous tirer un motif ornemental de ce gribouillis et des lettres A, B, C, D, plus les chiffres 1, 2, 3, 4, 5. La réponse est venue très rapidement de Warnum, qui donc a composé ceci au moyen d'une part essentiellement de la répétition, mais d'autre part aussi de l'agencement simplement qui consiste à renverser les formes. Vous avez là les chiffres qui sont renversés et accouplés deux par deux. Les petits bonshommes ont été insérés à l'intérieur de losanges qui viennent à la file les uns des autres. Même la petite tache d'encre, la plume essuyée négligemment sur le papier, est devenue, par son placement dans les angles, est devenue elle-même motif décoratif. Donc nous avons là un motif décoratif extrêmement intéressant à examiner, qui répond au défi proposé par Ruskin à partir d'un gribouillis, faire une œuvre décorative intéressante. Le problème de la lecture est présenté ici dans cette bordure de tapis. Là encore, Gombrich est fidèle à son maître, qui n'est pas son maître direct d'ailleurs, il était beaucoup trop jeune quand Riegel est mort pour avoir suivi son enseignement, mais il avait énormément lu et médité ce que Riegel avait écrit. Il s'agit là d'une bordure de tapis saharien, donc de Gafsa,
là encore, l'idée de Gombrich est de montrer que l'esprit peut, à partir de formes déterminées, projeter des interprétations ou au contraire les laisser dans l'ombre sans que le caractère décoratif de l'objet soit altéré. Si vous voulez, nous avons ici ce motif qui apparaît une fois en sombre sur clair et une fois en clair sur sombre, et ensuite on se répète. On peut le lire comme un personnage, un bonhomme dont on aurait les bras ici, il lève un bras, la tête est là, les jambes sont là, mais on peut aussi le lire comme un motif purement abstrait. Ici, c'est encore plus amusant puisque vous pouvez, cette succession de lignes apparemment dénuées de signification, vous pouvez la lire comme un cortège de chameaux. Vous avez là le cou, la bosse, ce serait des dromadaires plus exactement, le cou, la bosse et les pattes, et vous voyez que vous retrouvez le petit bonhomme qui lève les bras, vous le retrouvez dans les angles. C'est ainsi que Gombrich fonde sa théorie de l'ornement sur, sans renier du tout ce que Riegel avait établi, sur l'aptitude de l'esprit à se jouer. La notion de jeu est extrêmement importante, car pour Gombrich, art et jeu vont ensemble. La notion de jeu est capitale. L'esprit prend ici plaisir à se jouer dans des formes qui peuvent prendre l'aspect de formes paradoxales. Et Gombrich aime beaucoup ces formes à double lecture. Vous pouvez ici lire soit des têtes de canard, soit des têtes de lapin. Si c'est un canard, il regarde vers la gauche. Si c'est un lapin, il regarde vers la droite. Mais ce qui est très important à noter, c'est que l'esprit cherche toujours une cohérence. Et si vous avez décidé que ceci, au moment où on décide de voir, la vision implique une décision. Avant de voir, on a décidé ce que l'on allait chercher à voir. Si vous voulez voir des lapins, vous ne pouvez pas en même temps voir des canards. Et il est impossible de voir ici un lapin regardant un canard qui lui tournerait le dos. On voit deux canards qui se tournent le dos ou deux lapins qui se font face. Il y a là une règle qui est une règle de fonctionnement psychologique. L'esprit se fixe sur une forme, il peut éventuellement se déplacer sur une autre forme, mais il ne peut pas voir les deux à la fois en même temps. Et dans le domaine des objets, des décors paradoxaux, Gombrich s'est plu à montrer cet objet qui rappelle un peu les peintures d'Adami, vous voyez, où on n'arrive pas, on a ces trois extrémités de fourche, on a le départ de la fourche, mais on n'arrive pas à trouver une logique à l'intérieur de cette configuration. À un certain moment, quand on regarde, ce qui est plein devient vide et ce qui est vide devient plein, et l'œil peut ainsi rechercher indéfiniment une forme qui le satisfasse. Ces formes paradoxales, on les trouve aussi à une époque très ancienne. Gombrich nous donne ici la photographie d'une mosaïque trouvée une mosaïque romaine, donc trouvée dans le Sussex, et où vous voyez que nous avons des formes paradoxales qui déroutent à chaque fois l'œil. Cette mosaïque m'amène ici à la conclusion
la conclusion toute provisoire que je voulais vous présenter, vous voyez qu'elle est extraordinairement, elle est très fortement lacunaire. La présentation que nous avons là respecte la lacune, ne cherche à la combler d'aucune manière. Nous avons simplement une sorte de grain qui permet à l'œil de passer sans trop de difficulté d'une partie à l'autre en n'étant pas trop désagréablement impressionné par le trou. Le problème s'est posé aux architectes depuis très longtemps, bien sûr, et je voudrais vous montrer ici 2 exemples pour terminer sur les possibilités qui s'offrent sans chercher à combler ni à reconstituer des possibilités ingénieuses qui ont été trouvées, au moins je voulais vous l'illustrer par 2 exemples pris à Rome au début du XIXe siècle. Vous avez dans le tableau d'Hubert Robert que vous avez là, vous avez le mur extérieur du Colisée, sur l'enceinte extérieure du Colisée, telle qu'elle se présentait au milieu du XVIIIe siècle, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, avec des arcades qui étaient en train de tomber progressivement, un état de ruine qui avançait. En 1807, le gouvernement pontifical a fait exécuter, plus par manque d'argent qu'autre chose d'ailleurs, mais a fait exécuter ce travail qui, d'une certaine manière, est encore aujourd'hui un modèle de restauration, un grand éperon en briques qui cale l'extrémité, on reconnaît très bien l'extrémité qui est en train de tomber en ruine, qui le cale, et l'éperon en briques, en quelque sorte, se prolonge à l'intérieur des arcades par des murs de briques qui soutiennent les arcades en train de s'effondrer, sans chercher du tout ni à remettre en place, ni à compléter. On se borne à soutenir. Il y a là une très très belle trouvaille, puisque le mur de briques forme comme une espèce de tissu. Vous voyez que vous avez le même genre d'idée, forme comme une espèce de tissu qui soutient les parties lacunaires. Une trentaine d'années plus tard, une autre partie du Colisée, une autre partie de l'enceinte extérieure a été traitée, cette fois-ci d'une autre manière. Au lieu de dresser un éperon sur toute la longueur, sur toute la hauteur, on a pris le parti de recréer des arcades, et les 3 arcades que vous avez là, les 2 qui sont ici et celle-là, sont des reconstitutions. Mais ce sont des reconstitutions en briques. On ne le voit pas bien sûr du tout sur la photo que je vous montre là, mais ce sont des reconstitutions en briques et simplifiées. C'est-à-dire que l'idée est de respecter la tournure générale de l'édifice de manière que l'œil puisse lire la forme, mais sans rentrer sans préciser le détail de l'ornementation. Et l'exemple le plus célèbre et classique, je vous le remontre ici en le commentant en quelques mots, c'est la restauration de l'arc de Titus par Valadier en 1820-25. Vous avez là la photo d'un tableau du milieu du XVIIIe siècle qui nous montre ce qui restait de l'arc de Titus pris en partie dans un mur qui a aujourd'hui disparu. Ici, nous avons la colline du Palatin avec les arcs de soutènement des palais impériaux qui sont là. Après dégagement des constructions parasites de droite, l'arc se présente aujourd'hui ainsi. Mais vous voyez bien par la comparaison que toutes les parties latérales, toutes les parties latérales de l'arc sont évidemment des reconstitutions. Reconstitutions faites comment? La photo de détail que vous avez là permet de le voir tout à fait bien. Le parti de Valadier a été de
reconstituer la forme générale en simplifiant tous les ornements. Et là, nous retombons donc directement sur la question de l'ornement. Si vous le voyez parfaitement bien, par exemple avec ces colonnes, les chapiteaux, comme vous le voyez, sont simplifiés. Le fût de la colonne est laissé lisse au lieu d'être cannelé. Si vous passez à la frise, vous voyez qu'elle continue, mais elle est nue. On s'est bien gardé de prolonger le décor figuré. Tout a été simplifié de sorte que l'objet architectural est présent dans son volume et dans l'espace en général. Il joue son rôle, mais rien ne vient créer cette sensation souvent un peu désagréable, cette sensation douteuse, cette sensation que détestait Ruskin lorsque une intervention qui cherche à être trop précise en vient à gommer le passage du temps ou prétend en tout cas gommer le passage du temps et la trace de la main de l'ouvrier. Il vaut mieux, à s'en tenir à cette formule, il vaut mieux chercher une solution qui soit un peu en retrait et qui respecte de cette façon l'individualité de l'œuvre, l'individualité des artistes, des artisans et le caractère unique que le temps a donné à l'œuvre qui s'est abîmée tout en gardant sa noblesse. Voilà, je vous remercie de votre attention.